Alors, Bien. donc aujourd'hui, Jean-Charles nous présente sa vision de la démocratie, de la vie démocratique aujourd'hui. Je n'ai pas repris exactement l'intitulé, mais il va nous le rappeler, et puis après, nous en débattrons. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai préparé un exposé, un long exposé, j'en suis désolé, sur l'impasse démocratique. C'était en fait le sentiment qu'on a d'une espèce de d'éréliction, détricotage, enfin, chacun aura son interprétation et son vocabulaire pour le qualifier de la démocratie. Il y a un malaise de toute façon qu'on est tous en train de constater. Et mon but dans cet exposé, c'est de décrire ce malaise, mais aussi d'utiliser, enfin, de partir de la confusion entre république et démocratie pour expliciter, expliquer ou isoler ce syndrome et d'y trouver peut-être, et là ça sera sans doute ça sera ma conclusion, enfin ça sera le fil rouge et la conclusion, d'expliquer pourquoi ce malaise autour de la notion démocratique. Et je vous le dis, et je spoil absolument de tout mon fil rouge, ça sera autour de la confusion entre république et démocratie. Voilà pour l'introduction. Petite phrase d'introduction. Le but de cet exposé n'est pas de jeter aux orties la démocratie, donc je prends quand même quelques précautions en tant que tel, mais d'explorer en profondeur ce qui a conduit une idée noble et sans doute inspirée par des intentions bienveillantes aux outrances qui la détruisent aujourd'hui de l'intérieur. Donc, par certains aspects, malgré tout, cet exposé va peut-être paraître par la rhétorique un réquisitoire antidémocratique, mais bon voilà, c'est la difficulté de trouver des explications au malaise sans effectivement le pointer du doigt avec avec parfois des accusations ou en tout cas des arguments à charge. Voilà. Alors avant d'entrer dans le détail, des paradoxes à défaut des paradoxes et des défauts de la démocratie, il est important de pointer la confusion malheureuse entre la démocratie et République. Par la suite, les illustrations de cette confusion serviront de fil rouge. Voilà, ça c'est ma petite introduction. Alors, je vais sans doute redire des choses que nous avons déjà dites ici à plusieurs reprises sous certains chapitres. Là, ça va être démocratie et république, donc vous allez réentendre certaines choses. Plus loin, on parlera de liberté, égalité, fraternité. Là aussi, on vous réentendrez certaines choses, mais tout se recoupe et il est nécessaire d'avoir une espèce d'exposé cohérent et de reprendre ces éléments. Alors, la démocratie veut dire, comme chacun sait, pouvoir du peuple, ça, bon voilà. C'est le système dédié à l'organisation du pouvoir du peuple. Ce système gère, entre autres, l'attribution, distribution du pouvoir par les élections, sa régulation par les contre-pouvoirs et son exercice par le gouvernement et l'État. Il n'est pas un régime politique. La démocratie n'est pas un régime politique, mais un système de gestion du pouvoir, comme le sont par exemple l'autorité pure ou la hiérarchie ou l'anarchie ou la monarchie. Ce ne sont pas à proprement dit des régimes, mais des systèmes de gestion du pouvoir. Voilà, la démocratie fixe les modalités par lesquelles le peuple est censé détenir le pouvoir, dont les grandes lignes sont décrites dans la Constitution. Trivialement, la démocratie est un mode d'emploi. Par contre, elle ne désigne pas l'intérêt suprême de la nation. Voilà, l'État et le peuple. Primat de la République sur la démocratie. Ça, c'est le titre du chapitre qui suit. L'intérêt suprême de la nation est, lui, défini par la République, dans la chose publique. La République figure la chose commune à défendre, quoi qu'il arrive, sans autre encombrement que de garantir dans l'ordre survie, pérennité et prospérité de la population concernée. Vis-à-vis de cette mission, il n'a aucune idéologie
c'est la République dont je parle. Je ne sais pas pourquoi il y a un il. Voilà. Il n'y a aucune idéologie ou aucune autre rationalité qui tienne. La République est le lieu où le peuple entrepose son trésor existentiel. La démocratie en est un des véhicules possibles. La République est la raison radicale de la nation, la démocratie est le rouage et l'huile. D'un côté, le pourquoi, la République, de l'autre côté, le comment, la démocratie. Pour s'en convaincre, on peut noter qu'il n'y a pas de mot dans la langue française qui désigne spécifiquement le champ sémantique exprimé dans les mots vivre ensemble, intérêt suprême, bien commun. Le mot République comble cette lacune autant en relayant l'idée de la nécessité existentielle et l'efficience de la notion. Voilà. Alors pour illustrer, ça on l'avait déjà un petit peu décliné dans le glossaire qui parlait de République. Pour illustrer, quand l'intérêt suprême est maoïste, socialiste et communiste, on a la République populaire, République socialiste soviétique. Quand l'intérêt suprême est l'islam ou le christianisme, on a République islamique ou République chrétienne. Quand l'intérêt suprême de la pérennité est la caste ou la lignée, on a une République aristocratique. Quand l'intérêt suprême est la conservation bourgeoise, on a une République censitaire, etc. Donc, quand il s'agit de la cohésion sociale, donc de la nation, l'intérêt suprême, c'est la République toute simple. La monarchie est une république en ce sens que le roi est le corps du peuple à protéger et à sauver. Chacun voit dans son intérêt suprême une condition sine qua non, un impératif vital, idéologique ou religieux. La République est le point focal où le peuple définit ce qui lui est existentiel. Pour illustrer encore, on a l'exemple, de savoir qu'est-ce que serait une république défaillante, une république qui ne défend pas l'intérêt suprême de la nation, une république qui ne défend pas la pérennité ou la survie du peuple, une république qui sape les fondements de la nation, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et là, on parle de forfaiture, même si la démocratie peut freiner de telles pentes, parce qu'une organisation politique interfère avec l'espace qu'elle organise. Ce n'est pas la démocratie en soi qui est victime de la forfaiture, mais la République. Plus avant dans cette perspective, c'est par la modification de ce qui est l'intérêt suprême qu'une forfaiture peut cesser de l'être. Non pas par modification de l'agencement démocratique, mais donc en modifiant l'essence de la République pour légitimer, légaliser une éventuelle forfaiture. Enfin, dans la Constitution, il est écrit que la France est une république démocratique et non pas une démocratie républicaine. Bon, voilà, ça c'est pour l'argument, pour mettre en avant donc ce qu'est la République, sa valeur par rapport à la démocratie, qui est une valeur malgré tout relative, et on verra comment cette valeur relative est devenue centrale dans l'esprit de certaines personnes. Voilà. Encore un petit aparté sur la moralité de la République, en un mot, amoralité. La République ne se préoccupe ni de liberté, ni de résistance à l'oppression interne, ni d'égalité ou de fraternité. La République ne se mêle que de la chose publique, de sa pérennité et de sa survie, peuplée d'individus consentants dans une cohérence sans équivoque consentant avec cohérence, sans équivoque à l'intérêt suprême. Et parce qu'elle ne se mêle que de la chose publique, elle circonscrit scrupuleusement le domaine public. Et en creux, elle identifie le domaine privé. En conséquence, elle fait de ses membres des individus souverains chez eux. Un citoyen souverain, dès lors qu'il sort de chez lui, est aussi souverain en République parce que membre de la dite République. L'État est jusque-là en écho à la nécessité issue de la chose publique par octroi strictement régalien. Explicitement, l'État n'est pas autorisé à pénétrer dans le domaine public. Ça, c'est dans le cadre d'une république, d'une épure républicaine. Normalement, donc, l'État est limité au simple régalien par nécessité.
explicitement, l'État n'est pas autorisé à pénétrer le domaine privé, ça j'ai déjà dit. Ainsi, depuis l'Antiquité et les premières républiques, la propriété privée est fille de la République, ou plus précisément, la propriété privée jouit d'un statut légal et l'habeas corpus, notion juridique relative à la liberté fondamentale, qui est un terme que je choisis ici d'utiliser. Je sais que c'est un terme qui est utilisé dans les cours anglo-saxonnes, mais malgré tout, il est repris dans l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire que nul n'a le droit d'être emprisonné sans jugement. C'est ça l'habeas corpus, mais en fait, d'une certaine façon, et je vais utiliser plutôt cette expression habeas corpus pour faire court, plutôt pour exprimer le respect de la personne humaine et en tant que citoyenne et parce que citoyenne. Donc, en fait, l'habeas corpus est le pendant à titre individuel de cette notion de légalisation de propriété privée. C'est-à-dire qu'il y a bien une séparation, une certaine éthique propagée par la République, promue par la République, qui est de bien séparer l'intérêt public, tout ce qui est public, du privé, et même on le voit dans certaines répercussions légales. L'excroissance démocratique. Alors, la République est un lieu de ralliement de la meute populaire, tandis que pour l'administrer, l'autorité pure, la hiérarchie ou la démocratie en sont les liturgies. Donc, on a bien cette espèce de pourquoi et de comment. Mais la démocratie a cela de particulier qu'il est un mode d'administration à géométrie horizontale. La démocratie, c'est une géométrie horizontale, alors que les autorités monarchiques et dictatoriales et les gouvernances hautement hiérarchisées peuvent établir des règles directes, univoques et économes en loi. La démocratie, encombrée par la dispersion du pouvoir sur plusieurs têtes, et on va y revenir à cette histoire, par les recherches permanentes et éperdues de consensus, puisque le pouvoir est sur plusieurs têtes, et pour tout dire, par des injonctions morales qui l'ont fait naître, et là aussi on va parler aussi tout un chapitre sur les injonctions morales qui génèrent, qui épaulent l'ambition démocratique, développe une propension exponentielle à sécréter des lois. Hein, alors donc, je reviens, donc dispersion du pouvoir, recherche de consensus et injonction morale, tout ça fait que, et cette géométrie horizontale, fait que il y a une propension exponentielle à sécréter des lois, des règlements, des directives, etc. Ce qui n'est pas le cas de la République qui, elle, ne s'occupe que de choses bien limitées et régaliennes. Par sa mission d'agencer le pouvoir, la démocratie sécrète mécaniquement de l'État, bien plus que tout autre mode d'administration, bien plus que l'autorité pure, les hiérarchies, enfin toutes les choses, tous les pouvoirs, toutes les organisations de pouvoir autocratiques. Voilà, centralisées, on va dire. Ainsi, les lois, par sa mission d'agencer le pouvoir, ainsi les lois, règlements, directives, etc., issus des injonctions démocratiques, comme on l'a vu, organisation des pouvoirs publics, de l'espace public, de l'intérêt public, du débat public, tout ça, elle veut organiser tout ça, ça croise bien plus sûrement que celles inspirées par la République, qui, elles, sont correspondent strictement aux nécessités régaliennes. Fort de cette prépondérance palpable, visible, éprouvée au quotidien par les individus, les modes d'administration bureaucratique, je parle de la prépondérance et de la présence de la démocratie dans la société, les modes d'administration prennent le pas sur la finalité qu'ils sont censés servir. Ils s'auto-alimentent, ils s'auto-justifient. La forme prend le pas sur le fond. La créature supplante le créateur. Alors, comme dans l'allégorie du veau d'or, l'essence cède le pas au contingent, le sacré au profane. De l'art et la manière, l'art est devenu secondaire, tandis que la manière est devenue centrale. Dans cette histoire, le veau d'or l'emporte, la démocratie est devenue un idéal. Voilà, ça c'est donc mon introduction sur le fait que la démocratie devient un idéal et supplante d'une certaine façon la République et rentre en confusion
et quasiment en opposition, mais ça c'est peut-être un petit peu trop, mais avec la République. Voilà. Alors donc j'explique l'émancipation du cadre. Alors la démocratie est issue de l'émancipation du cadre, des connaissances, etc. Je vais l'expliciter. L'éclosion de la démocratie à la fin du XVIIIe siècle est issue d'une avalanche de bouleversements dont les plus notables se déroulent sur une durée de 300 ans. La fresque qu'on peut en dessiner se déploie autour des conséquences de deux catégories principales de mouvements. Alors, je vais vous parler des conséquences, mais je qualifie d'abord les conséquences. Les conséquences sur la psyché des populations, des découvertes géographiques et scientifiques ainsi que leur prolongation en termes économiques et sociaux, et les conséquences sur les concepts religieux et philosophiques. Toutes ces conséquences convergent vers la remise en cause des connaissances préalables, vers la relativisation des savoirs, vers le doute méthodique, vers la banalisation et la justification de l'esprit critique, et au bout du compte, à force de désacralisation successive, vers la contestation des fondements des pouvoirs traditionnels. Donc, je vais juste balayer les bouleversements dont je parle et dont la démocratie est une conséquence de conséquences. Alors donc les bouleversements, la découverte des Amériques et des Indes, les Européens ne sont plus seuls au monde. Prise de conscience de la puissance chinoise, la domination des Européens ne va plus de soi. Le commerce transatlantique, déplacement, exil et déracinement des intérêts commerciaux et de leurs acteurs, on peut vivre et prospérer loin des lois, on peut vivre et prospérer loin des rois, des empereurs et des papes. Mutation monétaire et économique, c'est-à-dire on a une virtualisation des moyens de paiement, ça commence, lettres de gage, assignats, l'invention de l'assurance avec la Compagnie des Indes, transformation des valeurs et des biens, transformation des valeurs de biens en valeurs de flux, spéculation, etc. Le souverain n'est plus maître absolu de la monnaie et des valeurs associées ni des décisions économiques. Et on obtient l'autonomie des marchands. Il y a les découvertes en médecine et en biologie, Fragonard, Ambroise Paré. On découvre que le corps humain est une machine biologique et non plus uniquement le véhicule de l'âme. Découverte en chimie avec Lavoisier, Boyle, on peut décomposer et manipuler la matière sans magie et sans intermédiation divine. Galilée, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Copernic, Kepler, Newton, l'homme n'est pas au centre de l'univers, la physique supplante les manifestations divines. Gutenberg, l'alphabétisation progressive, l'élargissement de la diffusion du savoir, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc, on voit que chacun de ces événements constitue une remise en cause plus ou moins profonde des ordres établis. Mais ils sont tous orientés dans la même direction, donc c'est l'émancipation du cadre ou des cadres. Chaque événement déstabilise les puissants et surtout met au défi les exégètes du récit chrétien de caser Dieu dans ces nouveaux tableaux. Sur le front idéologique, on a des schismes et autres mouvements d'idées qui emboîtent le pas ou qui vont en même temps. La réforme protestante, opposition aux indulgences, perçue comme l'expression d'un pouvoir arbitraire des potentats religieux. Il y a une contestation du pouvoir religieux qui s'installe et il y a une fin de l'infaillibilité implicite des représentants de Dieu, du genre, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est que leur dogme n'est pas si incontestable et que leur Dieu est moins absolu qu'il n'y paraît. Le jansénisme aussi, idée selon laquelle Dieu accorde à chacun, indépendamment de ses mérites, la grâce du salut, niant ainsi la liberté humaine au profit d'une prédestination divine, négation du libre arbitre, un fatum individuel qui, de façon contre-productive, éloigne et décourage les croyants de leur devoir vis-à-vis de l'Église. C'est vrai qu'en définitive, le jansénisme pousse la réflexion à se dire à quoi sert la pénitence si tout est joué d'avance. C'est-à-dire que bon, le jansénisme dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a la grâce du salut. Et ben alors pourquoi se plier aux injonctions et aux disciplines des religieux? Donc ensuite, on a dans les idées Machiavel, Descartes, La Boétie, Montaigne et Pascal qui donc avancent sur le relativisme éclairé et le doute méthodique. Il y a Kant qui est le précurseur du déconstructivisme par son traité sur la phénoménologie, en séparant le sensible du réel avec les noumènes et le phénomène. On a Molière, Rabelais,
donc qui joue la dérision iconoclaste autorisée par et en plus elle est autorisée par le roi en ce qui concerne Molière. L'obscurantisme défaille et les dogmes se fissurent. Surgit alors une question pas encore formulée mais qui ne va pas tarder à occuper les esprits. Si Dieu est mort, est-ce que tout est permis? Ça, c'est un extrait des frères Karamazov de Dostoïevski, mais je suis tombé sur cette phrase qui m'interpelle beaucoup sur cette espèce de glissement. Bon, je sais que Dostoïevski, ça vient malgré tout plus tard, mais c'est un glissement qui est sans doute, si Dieu est mort, est-ce que tout est permis? Ça fait partie du mouvement malgré tout. Donc, quand l'édifice menace ruine, on revient à la base. Toute cette digression sur la déstabilisation des esprits, des mœurs, voilà. Bon, eh bien, c'est pour expliquer comment on est avec la démocratie. Enfin, la démocratie a été une espèce s'est alimentée de toutes ces choses-là. Ainsi, sur le front politique émergent concurremment les visions libertariennes, enfin, je vais faire simple, les visions libertariennes et les visions humanistes. Les deux visions voulaient plus de justice. Bon, ça c'est clair, bon, c'est bien, tant mieux. L'une pensait y parvenir avec plus d'autonomie et moins d'État, et l'autre plus d'égalité. À ces fins, les deux, à leur manière, puisèrent à la source des lois naturelles. À grands traits, les uns poussèrent les notions de liberté, d'autonomie et de propriété, les autres, les notions d'égalité, de fraternité et de sécurité. Donc les libertariens, liberté, autonomie, propriété, les humanistes, égalité, fraternité, sécurité. Selon leur priorité, les uns et les autres rédigèrent des traités de philosophie pratique qu'on nomma contrat social. Chacun y va de ses idées et lance cette idée de contrat social, ou en tout cas de ficeler quelque chose d'à peu près cohérent les uns les autres. Bon, la politique de Salon était née, bien différente de celle qui traite des enjeux existentiels des nations et des peuples. La brutalité des rapports de force militaires et économiques s'est juxtaposée à la brutalité, s'est juxtaposée la brutalité des joutes philosophiques et intellectuelles, renouvelant de façon moins bigote les vieux pugilats entre ordres religieux. Donc ça, c'est une réflexion de ma part, juste pour rappeler que la République, d'une certaine façon, en tout cas les nations, d'une certaine façon, avaient des préoccupations militaires et économiques essentiellement. Et à partir je ne dis pas que les débats philosophiques, n'occupaient pas l'esprit des gens, même au Moyen-Âge, etc. Mais disons que il y a une excroissance un petit peu du débat philosophique. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à croire en voyant la quantité de choses qui sont survenues avant le XVIIIe siècle. Et donc, c'est juste pour expliquer que la République, donc, où les républiques, où la notion de nation se préoccupe de choses militaires et économiques, des choses un peu réelles, et par contre, la démocratie va s'enraciner, va surgir de préoccupations philosophiques et intellectuelles. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais juste pour le dire. Comme ces derniers, donc les ordres religieux sans doute, je reprends, qui ont manipulé pendant plus d'un millénaire les arcanes des lois naturelles, de la morale, de l'usage et des tabous pour extraire le bien du mal, les philosophes des Lumières se sont attelés consciemment ou inconsciemment à la même tâche, non plus à la gloire de Dieu, mais pour la justice au peuple. Mais c'est en fait la même ambition, c'est d'isoler le bien du mal, de trouver une morale, trouver l'application des lois naturelles, voilà, etc., et de définir des tabous, des usages, etc. Mais en fait, c'est la même tâche que les religieux faisaient. Mais voilà, l'objet n'est plus le même, c'est plus la gloire de Dieu, mais la justice au peuple. Voilà. On arrive à la disparition du roi. On a vu que la démocratie n'est pas envisagée par les citoyens pour ce qu'elle est, et qu'elle supplante dans un
Geste d'imposture sous-jacent, la véritable gardienne du peuple, la République. Je reviens à ma thèse. La confusion est telle que le peuple perd peu à peu de vue l'essentiel, ce qui lui est vital. De là, la pente s'est infléchie. On l'a vu aussi, la République n'est pas morale. Son niveau de raffinement, entre guillemets, s'arrête à la satisfaction de besoins primaires. La conservation et pérennisation du groupe, d'ailleurs le peuple, et un niveau minimal de complexité avec un État strictement régalien. À ce stade, la République n'est pas bien différente d'un royaume, sauf à substituer le roi à la communauté du peuple. Nous y voilà, la démocratie naît de la disparition du roi. Le problème est désormais de savoir à qui et surtout comment attribuer le pouvoir. Il s'agit maintenant de conjuguer une ambition philosophique et politique avec une problématique mathématique, trivialement passée à la pratique. Voilà, il n'y a plus le droit qui tient le pouvoir, il est éparpillé sur tout le monde, donc il va falloir passer à la pratique. Et donc, on est bien content d'avoir des ambitions philosophiques et politiques, mais on se retrouve avec un problème mathématique. Voilà. Donc, il s'agit donc d'appliquer une recette démocratique qui a été expérimentée 2200 ans plus tôt sur un nombre maximum de 40 000 citoyens constituant l'Ecclésia d'Athènes. Une recette qui a plus ou moins bien marché. La République de Rome s'est inspirée un temps de cette ordonnance démocratique athénienne. Historiquement, on doit aussi mentionner que dès le bas Moyen-Âge, dans plusieurs royaumes, des assemblées féodales ont commencé à siéger. Plus tard, sous des noms différents, l'équivalent des États généraux en France ont vu le jour dans différentes cours royales en Europe. On peut supposer aussi que des assemblées se sont tenues dans quelques communautés villageoises ou dans quelques villes présidées par quelques bourgmestres ou des seigneurs locaux. On peut féliciter la recherche de consensus qui inspirait leur mise en place, sans se bercer d'illusions sur l'équilibre des pouvoirs en présence ou bien la noblesse des intentions. Mais enfin voilà, disons que la démocratie avait déjà été expérimentée. De toutes ces expériences, par la démocratie, l'agencement démocratique, des procédures démocratiques, voilà. De toutes ces expériences, par sa tentative de maillage en instaurant des contre-pouvoirs, seul le schéma athénien a pu prétendre garantir une ordonnance démocratique suffisante pour endiguer les perversions inhérentes aux confrontations humaines, sans avoir pu en colmater pour autant toutes les brèches, et à la réserve incontournée de la contingence au nombre. C'est-à-dire que c'est bien joli de prétendre à la démocratie. Quand on est 40 000, c'est plus facile que quand on est des millions. Donc, c'est pour ça que je parle de la réserve incontournée à la contingence au nombre. La disparition du roi implique donc la distribution du pouvoir sur plusieurs têtes, dans l'acception usuelle de la démocratie. Il s'agit en théorie de répartir le pouvoir à proportion entre chaque individu. Mais l'expression du pouvoir étant unique, il y a une seule décision, par quel prisme, quel miracle s'exprime-t-elle de façon univoque au nom de tous? C'est ça le problème. Ce prisme est construit autour d'un filtre mathématique, le concept de majorité. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé donc, dans mes interventions précédentes. Faire disparaître le roi et passer à une démocratie consiste donc à transférer le pouvoir d'une minorité, le monarque ou l'oligarchie, à une majorité. Mais la majorité n'étant pas mathématiquement tout le peuple, une démocratie est une oligocratie, pouvoir de quelques personnes exercé par une majorité et non pas le peuple. Donc la démocratie est donc une forme oligarchique particulière basée sur un compromis mathématique. En conséquence, la démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, mais d'une fraction majoritaire du peuple. Là, on va retrouver donc les réflexions de Tocqueville à ce sujet. S'ensuit une infinité de questions, dont la première d'entre elles est: la majorité a-t-elle toujours raison? Voilà. La foule, panurge, propagande et autres influences, méconnaissance des dossiers, autant d'objections qu'on peut faire autour de cette question de majorité qui aurait ou pas toujours raison. Donc ça, c'est un questionnement qui s'ensuit.
Et nous reviendrons aussi, mais bien à la fin, sur les problèmes de mise en application de l'ambition démocratique, c'est-à-dire les processus de vote, la désignation des élus ou pas, les référendums ou pas, la proportionnelle ou pas, assemblée et contre-pouvoir, stratification et répartition des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la Constitution, prise en compte de nouveaux pouvoirs financiers et médiatiques qu'il ne faut pas oublier, nombre et durée des mandats, etc. Toutes ces données chiffrées aussi attachées, donc à la chose démocratique. Nous passerons aussi de ces considérations quantitatives, je viens de dire données chiffrées, à des considérations qualitatives. Donc, avant de rentrer dans ces considérations quantitatives, etc., on va rester sur le qualitatif. Et on va parler de la trahison des Lumières. Mais avant cela, revenons à la source. Le problème à résoudre n'est évidemment pas uniquement mathématique, il est aussi éthique. Le fait républicain génère systématiquement un être nouveau qu'on nomme citoyen. Bon, ce citoyen acquiert à contrario du sujet du roi, hein, on est bien d'accord. Ce citoyen acquiert à minima un statut dont la caractéristique première est le respect de sa condition, de son intégrité et de ses droits, qu'on désignera ici habeas corpus, je l'ai déjà présenté au début de mon exposé, hein, c'est une facilité de langage, je sais que ça ne correspond pas exactement, mais dans mon esprit, c'est le respect de l'intégrité et des droits d'un citoyen. L'habeas corpus, c'est court, même si ça s'applique, enfin, si ce n'est pas exactement le bon mot. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, là, le citoyen, donc, il a une caractéristique première. Les caractéristiques, c'est respect de sa condition, de son intégrité, de ses droits, donc l'habeas corpus. Il est membre de la communauté nationale, mais il n'est pas automatiquement électeur. Hein, on est bien d'accord, la République ne génère pas forcément, génère du citoyen, mais pas forcément de l'électeur. C'est le fait démocratique qui fait de lui un électeur, le réceptacle d'une parcelle du pouvoir répartie en autant de fractions qu'on compte de citoyens. À ce titre, il peut élire un dictateur ou un groupe oligarchique, des représentants, ou faire valoir son opinion dans un cadre référendaire. C'est-à-dire que tout est ouvert, on a un électeur, mais ça dépend aussi du processus, de la règle du jeu qu'on lui propose. Comment on distribue les cartes. En bout de chaîne, la démocratie élargie ou étendue devrait prétendre accorder à chaque citoyen un pouvoir permanent et irrévocable et une pleine capacité de décision. Donc ça serait la démocratie absolue, si on veut. C'est-à-dire que le citoyen, il a le pouvoir permanent, irrévocable et en pleine capacité de décision. Mais à un moment donné, plus tard, je dis que, attention, opinion, c'est-à-dire le vote, l'opinion ne vaut pas décision. Il faut quand même voir la nuance. Hein. Donc, on voit les critiques qu'on peut faire contre la démocratie. On voit que du simple respect de sa condition et de son intégrité, c'est-à-dire la charge république, le fait républicain, condition et intégrité, on voit que du simple respect de sa condition et de son intégrité au pouvoir de pleine capacité de décision, il y a un monde et au bout de l'ambition, une impossibilité. Voilà. Donc, l'impossibilité, donc je vais la commenter. Alors, conscient que ce citoyen électeur n'irait que de frustration, des illusions, les têtes pensantes de la démocratie en marche, bon ça c'est une boutade, ont toutes, partout où l'idée de démocratie étendue fut vendue, ont toutes mis en place le stratagème de l'être dual. C'est-à-dire on a d'un côté le camarade et le citoyen, le croyant et le citoyen, le sujet et le citoyen, et on a l'homme et le citoyen, donc dans la déclaration solennelle des droits de l'homme, et on a parlé il n'y a pas si longtemps entre nous. Donc cet être dual qui existe, enfin qui est promu, qui est présenté par les démocraties qui ont une espèce d'ambition étendue, voilà, donc il existe dans la DDHC. On devrait d'ailleurs renommer la DDHC en déclaration des droits et de l'homme, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen électeur, la DDHCE, parce qu'un citoyen n'est pas obligatoirement un électeur. Ça, je viens de l'expliquer. C'est là qu'on s'aperçoit que la DDHC
et principalement, et peut-être uniquement, une introduction à la démocratie. C'est-à-dire qu'à l'écriture de cet exposé, je me suis rendu compte qu'on pouvait désigner, et on pourra en discuter, la DDHC non plus comme cette déclaration solennelle, mais une simple introduction à la démocratie. Voilà. On s'aperçoit aussi que plus la prétention à attribuer du pouvoir aux citoyens est grande, plus les termes de l'être dual s'éloignent jusqu'à divorcer. Le statut d'un camarade soviétique ou d'un croyant iranien n'est pas si éloigné de celle du statut de citoyen qu'il vit. Mais quel lien existe-t-il encore entre le citoyen français et l'homme de la République qu'on a commenté dans nos différentes émissions, cet homme allégorique, etc. Il y a tout un monde entre ce citoyen électeur français et l'homme qui est présenté dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est une espèce d'emphase, d'enflure hypocrite. Voilà. Bon. Donc, on a cet être dual qui est une espèce de façon de présenter les choses et d'avancer masqué en définitive. Rappelons les promesses faites consciemment ou inconsciemment à partir de cet être dual. D'un côté, on a l'homme allégorique, l'être humain générique, individu souverain doté de droits que ni la collectivité, ni l'État, ni même la religion ne peuvent lui contester. L'homme est en soi intouchable parce que nimbé de droits fondamentaux hérités de la nature. Donc ça, c'est voilà, une belle déclaration. Et de l'autre, on a le citoyen qui, en échange d'une parcelle de pouvoir octroyée par sa capacité de voter, devient une personne juridique assujettie aux droits positifs. Donc l'homme allégorique est l'homme de la République, le citoyen de la DDHC est le potentat électeur de la démocratie. J'utilise le mot potentat de façon ironique. L'homme peut se concevoir sans État, alors que le citoyen ne peut se concevoir qu'avec un État. L'homme est au monde, de fait, et le citoyen, lui, il vit en société par contrat social, entre parenthèses, par contrat. Mais sur ce chemin, on assiste à un événement fondamental qui passe inaperçu. À force de glorifier l'homme tout en ramenant les citoyens à sa dimension honorable, mais essentiellement administrative, se met en place un effet pervers dramatique. La DDHC désigne l'homme comme une entité abstraite, dépositaire d'un héritage millénaire dont la charge symbolique mène le lecteur à penser au fils d'Adam, à Adam lui-même ou au Christ, Ecce Homo, etc. L'effet pervers de la DDHC consiste à mettre l'homme en orbite et puis l'exclure de la sphère terrestre et surtout nationale. Ok, l'homme possède une part divine, mais ce qui nous intéresse, c'est le citoyen. Alors on met l'homme à part, tout en haut, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il y a une sorte, voilà, je suis en train de me révolter d'une certaine façon contre cette hypocrisie, c'est de mettre au pinacle donc cet homme allégorique, etc. Mais en fait, on le met tellement au pinacle qu'on le fait disparaître. Et en fait, on se coltine uniquement le citoyen. L'homme de la République qui devait vivre la fraternité communautaire de la nation se retrouve à vivre la fraternité universelle du chrétien. Et c'est aux citoyens qu'on promet la fraternité communautaire par sa qualité de français. Ainsi, le citoyen est désormais plus français que l'homme de la République. Voilà. Donc, l'homme est propulsé dans une humanité chrétienne, tandis que le citoyen est accueilli par la notion humaniste de Rousseau. À l'homme de la République, le céleste et le religieux, qu'on expulsera une seconde fois avec la séparation de l'Église et l'État, et aux citoyens électeurs le séculier et le profane laïque. Voilà. Donc ça, c'est donc cette mise en orbite de l'homme au profit du citoyen. Voilà ce à quoi aboutit l'introduction à la démocratie, qui est la DDHC. Donc les citoyens est l'ange déchu et déçu des Lumières. Rendez-vous compte, par l'opération de la sainte DDHC, chaque homme
pouvait revendiquer le statut d'homme allégorique. Le fan pouvait être la star, le spectateur pouvait monter sur scène, la promesse chrétienne, les derniers seront les premiers, le ciel promis à tous, la grâce du salut est accessible ici et maintenant sur terre, se réaliser. Ça, c'était l'homme voilà, vanté, donc j'y reste encore, j'en parle encore. Chaque personne était enfin légitime à faire savoir et défendre son intérêt particulier. Chaque personne avait des droits. Parallèlement, le bien et la félicité sont transformés en bien commun, en intérêt général. Grâce à la DDHC, tout devient universel, le droit de tous et le droit pour tous. Mais cette mécanique parfaite se grippe dès lors qu'il apparaît que l'intérêt de chacun ne correspond pas forcément à l'intérêt collectif. L'intérêt collectif s'oppose régulièrement à l'intérêt particulier. La désillusion devient inévitable devant l'évidence que l'universalité parfaite des droits de chacun rencontre le mur du réel. C'est alors que, au lieu d'être l'homme allégorique, chacun s'aperçoit qu'il n'est que cette personne juridique appelée citoyen. Le citoyen n'a pas affaire avec l'Olympe, il ne descend pas du mont Sinaï, il a affaire avec l'administration et les prétoires. L'homme est une vue de l'esprit et une mystification. Comme Moïse, dont l'ascension du mont Sinaï fut suivie d'une descente amère vers le campement investi d'idoles et du veau d'or, l'homme allégorique, après avoir été promu au fronton de la République triomphante, est descendu des nuées célestes vers l'arène politique et sociale où évolue le citoyen. En fait, l'homme préexistait, il est associé à la République. Préexistait avant la démocratie, hein, je ne suis pas explicite là. Mais comme la République a été vampirisée par la démocratie, le citoyen a effacé l'homme. L'homme porte le sens et l'essence de la nation. Le citoyen produit de la démocratie, il est le produit de la démocratie, évolue dans les dédales politiques et administratifs. La DDHC est devenue principalement un effort d'introduction, d'habilitation, de justification de l'idée démocratique. La solennité du texte sert essentiellement à cacher les intentions du dessein démocratique qui sont d'assujettir l'homme et de réduire sa souveraineté. Voilà, ça c'est une critique forte, mais voilà, elle est dite. Donc, on a ensuite du droit naturel à la pureté en démocratie. Donc là, c'est un autre chapitre. Je propose peut-être de suspendre ma lecture. Hein. Je suis désolé parce que je suis astreint à une lecture parce que les idées sont complexes et j'espère un peu riches. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là si vous le voulez bien. Avant d'entamer un chapitre plus loin qui s'appelle « Du droit naturel à la pureté en démocratie ». C'est-à-dire encore une espèce d'enveloppe de mystification. Voilà. Merci Jean-Pierre. Tu veux réagir en premier, Christian ou... Oh, vas-y, j'attaque souvent en premier. Bon, comme tu veux. Bon, je ne sais pas trop quoi faire de cette clé à molette, dit la poule. Je suis la poule. C'est extrêmement touffu, je dirais. Enfin, j'ai pas compris. Enfin, déjà, c'est un premier étonnement, je dirais. Moi, je pensais que tu allais parler de l'impasse démocratique contemporaine. Hein, ça me semblait, mais j'y viens, mais c'est à la fin de mon exposé. Je vais remonter extrêmement loin. Pas certain que c'était absolument nécessaire, surtout que on a déjà travaillé sur le glossaire par ailleurs, je dirais, sur les mots république et démocratie. Bon. Que dire? Moi, vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que, enfin, je sais pas quoi dire. J'ai noté des choses qui m'ont fait tilt un petit peu dans mon esprit, mais on a l'impression que je ne vois pas la méthode qui sous-tend en définitive ton raisonnement. On a l'impression que les idées se télescopent, se mélangent. Il y a même parfois des choses qui chronologiquement ne correspondent pas. Enfin, on a l'impression, enfin, c'est ce qu'on appelle généralement un raisonnement idéaliste. Hein. Par opposition, je dirais, à un raisonnement peut-être
plus chronologique, mais ou par thème, mais qui prend un thème et qui le déroule, mais qui serait plus rationaliste ou matérialiste, je dirais, hein, avec une méthode qui la sous-tend. Alors que là, la méthode, je ne vois pas quelle méthode. Faudrait que tu la précises parce que s'il y en a une, parce que là, c'est-à-dire, je vais te donner juste la clé et la dernière phrase de mon exposé. La République magnifie la nation alors que la démocratie anesthésie le peuple. Voilà. C'est la fin et la conclusion de mon exposé. La démocratie anesthésie le peuple. Oui. Alors que la République magnifie la nation. Voilà. Ça me fait penser, voilà. C'est ma thèse. Ça résume quelque part. C'est très bien que tu aies dit ça parce que, au fond, cette phrase me fait penser à Nietzsche. Et tu sais comment je qualifie Nietzsche? Je qualifie Nietzsche, j'ai une expression pour ça, c'est une proposition complètement incongrue, hein, qui a l'air extrêmement profonde, mais qui est profondément fausse. Oui, mais enfin Nietzsche, pour moi, c'est le philosophe, tu vois. Bon, voilà. Oui, pour moi, c'est pas un philosophe. Donc, tu vois, c'est juste pas un philosophe, Nietzsche, un clown. C'est l'aboutissement, c'est l'aboutissement beaucoup de mes pensées. Voilà. On est, voilà, donc on se comprend mieux là, du coup. Hein. Enfin, on se comprend mieux. Je suis cohérent avec la grande philosophie nietzschéenne. Oui, la grande philosophie Nietzsche. Mais donc, du coup, effectivement, on retrouve cet idéalisme, ce mélange, ces contradictions, ces non-sens même. Enfin, dans Nietzsche, il y a beaucoup de choses complètement qui n'ont vraiment aucun sens, qui sont juste fausses. Bref. Bon, moi j'ai quand même relevé 2-3 choses que par exemple, tu dis à un moment donné, la monarchie est une république au sens où le roi est le corps du peuple. Enfin non, justement, s'il y a quelque chose qui définit la République, je te renvoie au glossaire, pour moi, et c'est la définition usuelle, hein, tu peux prendre Wikipédia, c'est que, au fond, c'est un système d'organisation du pouvoir qui s'oppose à la monarchie, c'est-à-dire qui s'oppose au pouvoir d'une personne. C'est vraiment ça qui distingue la République de la démocratie. C'est ce que tout le monde dit. Je veux dire, enfin bon, je ne suis pas original en disant ça. Et donc, dire la monarchie est une forme de république, on n'y comprend plus rien, quoi. Si on se met à mélanger les choses comme ça, c'est sûr qu'on comprend rien. On peut pas construire on construit sur du sable. Hein. Dis plutôt que tu n'es pas d'accord. Attends, je le dis. La démocratie est nécessairement horizontale. Seulement en démocratie directe. Hein. Moi, je pense qu'on peut. Alors, pour moi, la démocratie est effectivement, la démocratie absolue serait directe, mais ça ne reste qu'un horizon. Mais on peut quand même se rapprocher de la démocratie sans être totalement horizontal, me semble-t-il. Je te l'accorde, on peut tout. Mais là, c'était dans un chapitre où je disais qu'elle générait beaucoup de lois, etc. Et de par son horizontalité. On ne sait pas. Voilà. Parce que la démocratie, vraie démocratie, pour moi, elle n'a jamais existé, elle n'existera même jamais. Donc, moi, je pense qu'elle est totalement impossible. Donc, est-ce qu'on peut savoir si elle produit beaucoup de lois? On ne sait pas. Christian, qui est un défenseur, il dira donc moi, de la démocratie directe, pense plutôt qu'au contraire, il y aurait très peu de lois qui seraient générées, pour des raisons notamment pratiques. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu nous racontes tout ça, quoi. Pourquoi tu remontes si loin, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Après, je rappelle quand tu dis la République a instauré la démocratie, 1789. Sauf qu'il faut bien se rappeler que Sieyès était opposé, par exemple, qui est quand même celui qui a rédigé quand même les grandes parties des constitutions de la Première République. Je suis pas trop long, non? Était opposé à la démocratie. Que le sens de ce mot à l'époque même était synonyme d'anarchie. Hein, donc le mot a changé. Donc, c'est. Mais le mot République a disparu. Le mot République a disparu. S'oppose à la monarchie. Et là, c'est simple, je dirais. Si tu prends cette définition toute simple,
eh bien, il faut pas chercher. Enfin, si on veut discuter, enfin, il faut avoir des définitions un petit peu et s'y tenir, quoi. Tu dis le citoyen, c'est l'habeas corpus. Bah non, l'habeas corpus est aussi accordé aux étrangers qui vivent sur un territoire et qui sont là en résidence régulière. Oui, oui. Donc, non, ce n'est pas le propre du citoyen. Le propre du citoyen, c'est d'avoir des droits de cité, c'est-à-dire de pouvoir résider dans la cité et de pouvoir exercer d'avoir voix au chapitre, je dirais, dans la vie publique. C'est ça le citoyen, ce n'est pas simplement l'habeas corpus. La DDHC, trahison de la démocratie, oui, bon, effectivement, c'est plutôt un leurre. Moi, à mon avis, c'est un leurre par rapport dont on tire l'origine dans le droit naturel. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le préambule, par contre, de la DDHC, parce que lui, il est vraiment juste. C'est là où réside la trappe-nigo. Après, tu nous parles mise en orbite de l'homme par rapport aux citoyens. Tu dis ça remonte très loin. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, c'est très récent. Et ça vient des transgressions. Ça vient justement des phénomènes de transgression. Avant, le citoyen était quelqu'un d'important. Le citoyen français était le seul qui avait le droit de citer. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire que la loi ne s'impose plus aux hommes, aux migrants, etc. Là, on est complètement à rebours de ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est très récent. C'est pas quelque chose qui remonte à très loin. Ça fait partie des transgressions. Donc, je vous parlerai peut-être un jour. Bon, j'en profite pour en parler. Voilà, ça fait partie des transgressions. C'est-à-dire qu'on transgresse complètement les principes fondamentaux qui posent normalement la République. Le citoyen s'est éloigné de l'homme. On est d'accord à la limite. Oui, non, absolument. Ce que je dis, c'est que toi, tu le raccordes à l'origine, que moi, je dis non, pas le raccorder à l'origine. C'est très récent. C'est un phénomène qui montre d'ailleurs le pourrissement de ce système capitaliste. C'est une des raisons par les transgressions, justement. Ils s'opposent aux propres principes qu'ils ont posés au départ. Hein. Voilà un élément, Christian, pour les transgressions, dont je sais que tu t'interroges beaucoup sur le sujet. On voit une, par exemple. Et puis l'universalisme. Alors, sur l'universalisme, ne nous trompons pas sur l'universalisme. Qu'est-ce que ça permet, l'universalisme? Ça permet de se déployer, ça permet à l'impérialisme de se déployer par le colonialisme, par le néocolonialisme, et en pénétrant en remettant en cause l'esclavage. L'esclavage qui est souvent typique des régimes monarchiques, justement. Et donc, qui permettrait de pénétrer, notamment en Afrique, de remettre en cause les rois qui dirigeaient, ou le trafic pratiqué dans toute la zone islamique et en Afrique noire, pour justement remettre en cause l'esclavage, en disant non, tous les hommes, il y a des valeurs universelles à tous les hommes, et justement de justifier en partie la colonisation. C'était juste, hein, moi je n'ai pas d'opposition par rapport à ça, mais c'est à ça que sert l'universalisme. Hein. Il ne sert pas. Alors aujourd'hui, ça rend tout à ça. Bon voilà, quelques éléments, mais bon, c'est effectivement, si tu pouvais essayer de synthétiser ta pensée, je pense que c'est un effort qui me semble nécessaire que tu devrais faire, ne serait-ce que pour nous, si tu nous aimes. Christian. Oui, alors, Luc a parlé d'une clé à molette, hein, d'une poule, et lui, il nous a fait un couteau suisse derrière. Voilà, bon. Donc moi, effectivement, je retiens ton dernier mot, Luc, essayer de synthétiser. Voilà. Le titre, c'est l'impasse démocratique. Bon, et nous avons donc Jean-Charles nous a dit qu'il y avait une autre partie, première partie introductive, qu'il a placée sous le titre générique de la confusion entre la notion de république et la notion de démocratie. Alors, je rappelle que ni l'un ni l'autre de ces termes n'est défini de la Constitution. Il est employé, et bon, tu nous as parlé, Jean-Charles, de la France, c'est une république démocratique, hein, elle est également sociale, laïque, etc. Voilà. Bon, mais ni l'un ni l'autre ne sont définis. Et donc, à partir du moment où tu vas axer tout ton discours, toute ton argumentation sur il y a une confusion entre la République et la démocratie, et ça génère
une impasse démocratique. Alors déjà, là, j'essaye de problématiser, j'essaie d'extraire une problématique qui me semble être celle-ci, mais qu'il aurait fallu, me semble-t-il, expliciter plus clairement. Donc, cette confusion entre république et démocratie, me semble-t-il, tu ne peux l'expliquer et parler dessus que si tu commences par donner ta définition de la République et ta définition de la démocratie. Et à partir de là, tu vas nous expliquer que compte tenu de la définition que tu donnes de la République et compte tenu de la définition que tu donnes de la démocratie, ben on constate aujourd'hui, et alors là en empilant les exemples autant que tu veux, aujourd'hui ou dans le passé, hein, il y a une confusion qui génère une impasse. Donc, définition, analyse des termes, mise en tension l'un de l'autre, ça génère la problématique de l'impasse, qu'ensuite seulement on sous-tend par des exemples. Les exemples ne doivent pas être des outils d'argumentation, les exemples ne viennent là que pour étayer des raisonnements. Alors, c'est là justement que le problème commence, parce que sans avoir défini clairement République et démocratie, tu nous dis quand même un certain nombre de choses. Non. Je le fais pendant 2 pages. C'est mon tour de parole. Bon. Oui, mais non, mais là. Non, tu n'as pas. Je définis République et démocratie. Non, tu n'as pas défini. Alors, bon, on passera. Tu n'as pas défini la République. À mon avis, c'est ça, tac, 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 tac. Et la démocratie, c'est ça, tac, tac. Ça n'a pas été fait. Par contre, effectivement, au fur et à mesure de ton énoncé, on commence à voir le portrait robot de ta définition de la République et de la démocratie. La République, donc, serait quelque chose de plus méta, hein, et la démocratie, quelque chose à l'intérieur de la République. Et tu dis, la démocratie n'est pas un régime politique, mais un système de gestion du pouvoir. Bon, déjà, là, bon, on peut ne pas être d'accord avec cette phrase. La démocratie, on peut dire que c'est un régime politique. Ce qui n'entache pas, d'ailleurs, le fait de dire que la République, c'est quelque chose d'au-dessus, c'est une sorte d'organisation collective. Bon, on va essayer de donner une définition claire, mais à l'intérieur de laquelle il y a un régime, il y a différents régimes politiques possibles, puisque la République n'est pas un régime politique non plus. Bon, donc, démocratie n'est pas un régime politique. Qu'est-ce qui est un régime politique? C'est ni la République, ni la démocratie. Bon, alors, on peut dire ce qu'on veut de la démocratie, tant qu'on l'a pas défini, on peut dire, mais bon, moi, ça me dérange pas de dire que la démocratie serait un régime politique. Bref. Après, on arrive, on bute contre une seconde affirmation que Luc a relevée, et je suis avec lui, quand tu dis la monarchie est une république. Non. Alors, tu peux le dire, mais tant que tu n'as pas défini clairement. Alors, à ce moment, la République, c'est à partir du moment où il y a une collectivité qui se réunit à un endroit et décide de vivre ensemble en ayant un certain nombre de règles. Bon, ça, c'est à partir de la, disons, la sédentarisation de l'Homo sapiens, on a eu des républiques, point final. La République, on a travaillé dessus au niveau du glossaire, et il me semble qu'on est quand même arrivé à disons une définition minimaliste de la République c'est une République à partir du moment où il y a des élections. On ne dit pas combien. Bon, mais un régime dans lequel il y a de temps en temps des élections, ça devient une République. Avant, c'était une monarchie. Une monarchie, il n'y a pas d'élection. Bon. Plus, d'ailleurs, que par le système, disons plus que par la qualification du pouvoir, la monarchie étant le pouvoir absolu d'un seul homme, en général c'est un homme avec une petite équipe autour de lui, mais même d'un seul homme, on va retrouver ça aussi dans la République, notamment le régime présidentiel. Donc, c'est pas tellement à ce niveau-là, me semble-t-il, qu'on peut faire une distinction très claire, mais en disant c'est un pays, une république, dans lequel de temps en temps il y a des élections. Voilà. Et alors, cette affaire de dire la monarchie est une république, il y a une anecdote
plus qu'une anecdote, enfin un fait historique extrêmement éclairant de ce point de vue-là, c'est que Napoléon Bonaparte, qui est issu de la Révolution française, et qui, bon, au départ, hein, était même quasiment montagnard, voilà, qui donc a gravi les échelons, etc. Et lorsqu'il est devenu empereur, lorsqu'il a été sacré empereur, eh bien, dans l'acte de sacrement de l'empereur, il est écrit noir sur blanc que Napoléon Bonaparte est désigné en tant qu'empereur de la République. Donc ça veut dire que la République, c'est le produit de la Révolution, c'est le produit donc et que ensuite, alors bon, c'est évidemment un oxymore, hein, puisque l'empire l'empereur peut être un empereur de la République dans la mesure où il n'y a plus d'élection. Bon, voilà. Et justement, ça montre bien que on ne peut définir clairement les choses. Enfin, il faut définir clairement les choses et quelle est la frontière. Bon, ça peut être celle-là. Si tu permets, Louis, tu as dit toi-même dans ton exposé sur le glossaire République, et je m'en souviens, oui, que Louis XIV se revendiquait de la République. Oui. Et tu avais fait tout un historique de l'histoire de la République qui était très intéressant. Et donc, tu disais que la République préexistait justement à la période qu'on connaît, la Révolution française et ce qui en a suivi. Donc, Louis XIV se revendiquait de la République. Et je vais essayer de retrouver dans tes déclarations, et tu dis toi-même que la monarchie est une sorte de république en soi, par le fait que le roi, enfin justement, je reprends l'idée et tu l'as prononcé toi-même. Je suis désolé. Bon, je me souviens très bien de tout ça, mais bon, je sais pas, c'est très intéressant de se d'ergoter là-dessus, et je vais essayer d'être rapide et d'être synthétique. On peut lui faire dire tout et n'importe quoi au mot République. Et j'avais dit justement, à la preuve, c'est que même Louis XIV a dit un jour, je suis le roi de la République. Mais c'était justement pour dire que le mot République, bien entendu, qu'il est ancien. Il y a eu la République athénienne, il y a eu la République romaine. Bon, et donc le mot République n'était pas un mot qui était ignoré par les rois féodaux, monarchiques, enfin monarchie absolue qui ont suivi. Et un jour, Louis XIV a dit ça, et bien entendu c'était faux. Louis XIV il a dit aussi l'État c'est moi lorsque le Conseil de Paris voulait contester. Bref, mais attends, là, j'ai un problème d'écran, d'un coup. Vous m'entendez? Oui. Ah oui. C'est moi qui présente simplement la création de la République française. En complément. Non mais bon. Ok. Je préfère pas m'apesantir là-dessus. Alors. Une des caractéristiques, Jean-Charles nous dit, de la République, c'est que l'État n'est pas habilité à pénétrer le domaine privé. Je pense qu'il y a une confusion entre la déclaration, disons, de droit naturel de la propriété en tant que droit sacré. On ne peut pas atteindre la propriété, c'est-à-dire qu'on ne peut pas priver quelqu'un de sa propriété. Mais justement, la première caractéristique de l'État républicain avec l'outil démocratique qui est un outil oligocratique en fait. On va pas repartir sur le débat, la vraie démocratie, etc. Et tu l'as dit très bien, en fait on parle d'oligocratie, on ne parle pas de démocratie, c'est justement de pénétrer dans l'espace privé. Mais bon, je développerai pas plus, bien qu'on puisse le faire, je suis à votre disposition là-dessus. Et alors, cette idée que tu as renouvelée plusieurs fois, de dire que la République, ce serait un régime qui sort pas du régalien, hein, alors que dès qu'arrive la démocratie, on y ajoute du service public, du ceci, du cela, du non régalien. Bon, c'est très intéressant. Bon, mais
voilà, il me semble que ça ne fait pas avancer la problématique que tu as annoncée, qui est d'essayer de mettre en lumière, je vais arriver sur les lumières, de mettre en lumière une impasse, parce que dans tout ça, on ne voit pas l'impasse. Alors, nous a parlé des libertés. Alors, le souverain n'est plus maître de la monnaie. Bon, je dirais simplement une chose, hein, c'est que lorsque les derniers rois de France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, n'étaient plus maîtres de la monnaie, c'était tout simplement qu'ils avaient plus d'argent et qu'ils ont eu besoin des marchands, des futurs capitalistes, pour payer l'armée, pour payer, etc., etc., et que c'était déjà commencement de prise du pouvoir, voilà. Mais c'est pas le souverain, il n'a pas vocation à ne plus être maître de la monnaie, au contraire, il a vocation à rester celui qui bat monnaie. Alors, les Lumières ont fait la même chose que la scolastique. Ils ont essayé toujours le même problème, en fait. Bon, ce qu'on fait la scolastique et puis ce que fait les Lumières, c'est la même chose, c'est distinguer le bien du mal. Voilà, c'est un raccourci, vraiment raccourci, hein. Bon. Alors, ensuite, tu as posé une question extrêmement intéressante, qui, à mon avis, c'est pas le problème. C'est toujours la même question, alors qui m'énerve beaucoup, c'est la majorité a-t-elle toujours raison? Mais on s'en contrefiche. C'est pas ça le problème. Que la majorité, parce que c'est toujours cette idée, comment faire de bonnes lois? Alors ça, on va le retrouver dans tous les penseurs, dans toute la philosophie du droit, comment faire de bonnes lois. Mais on ne y a pas, personne ne sait comment on fait des bonnes lois. Bon, il n'y a qu'une seule recherche qui me paraît intéressante du point de vue de la philosophie du droit, c'est comment est-ce qu'on construit une loi? Qui la construit? De quelle façon? Avec quelle méthode? Personne, on ne sait jamais si une loi va être bonne ou pas bonne. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une bonne loi? Pour qui? Pour quelle catégorie de la population? Bon, ça c'est une boîte de Pandore, ce qui fait que la question, la majorité a toujours raison, est une question qui me paraît absolument hors sujet. La trahison des Lumières. Alors, bon, la trahison des Lumières, c'est très intéressant. Bon, il y a plusieurs choses, mais c'est plutôt cette création du citoyen, bon, par rapport à l'homme. Alors, on en a beaucoup parlé, la DDHC, elle bascule, enfin, elle navigue entre le citoyen et l'homme. Et toi, tu nous as fait, alors tu as fait l'homme allégorique, bon, l'homme allégorique, c'est l'homme, et le citoyen, c'est lui qui est soumis et contraint au droit positif. Bon. Alors, je montre que c'est pas ça du tout. Et en tout cas, c'est pas ça du tout dans l'esprit des rédacteurs de la DDHC, c'est de ça qu'il s'agit. Pas d'interprétation d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont écrit ça à cette époque. Tu nous as donné une version presque théologique. Hein, le citoyen, c'est Ecce Homo, c'est Adam, etc. Non, et on retrouve dans les écrits de l'époque, dans les mémoires de Robespierre, dans Hamel ou dans comment il s'appelle l'autre. Bref, non. Tout simplement, la DDHC. Les rédacteurs ont voulu qu'elle ait une vocation universaliste, internationaliste. Et donc, le citoyen étant un produit de la Révolution française, une nouvelle entité juridique, au départ, ils ont dit, on va parler du citoyen. Et puis, dans les débats au Club des Jacobins, ils ont dit non, il faut mettre l'homme aussi, parce que c'est un petit peu comme les bolcheviks plus tard, les léninistes, les trotskistes, les léninistes voulaient que la révolution russe s'exporte dans tous les pays, hein, bon, jusqu'à ce que Staline instaure le système du socialisme dans un seul pays, ce qui a été fatal. Eh bien, les révolutionnaires de 1789 ont voulaient que cette DDHC qui crée l'entité du citoyen mettre aussi de temps en temps l'homme, parce que ça voulait dire tous les autres hommes en dehors de la France. Voilà, à mon avis, l'explication n'est pas du tout, c'est clair. Alors, lorsque tu nous as parlé ensuite des contractualismes qui s'empilent les uns sur les autres, celui de Hobbes, celui de Rousseau, bon, le contractualisme qui aujourd'hui, disons, régule, qu'il s'inspire toutes les constitutions, c'est celui de John Rawls. C'est celui-là. C'est-à-dire le contractualisme qui explique, alors bon, je simplifie, hein, enrichissez-vous avec le capitalisme
plus les riches deviendront riches, plus ça profitera aux pauvres. Voilà ce que dit John Rawls, et c'est le système mondial actuellement. Le citoyen est l'ange déchu des Lumières. Oui, j'ai dit voilà. On parle plus loin des contrats sociaux. Voilà, bon, mais donc, voilà ce que j'avais comme commentaire sur. Juste malgré tout, aux Nations Unies, ils reprennent la DDHU, Déclaration universelle des droits de l'homme, oui. Et elle est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme française. Quand même, il y a quand même beaucoup voilà. Mais je suis absolument d'accord que les contrats sociaux promus par les anglo-saxons sont la vraie application du contrat social mondial. Enfin, voilà, on est d'accord là-dessus. Bon, écoutez, je suis désolé d'avoir été peut-être un peu touffu, et ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit qu'avec cet espace démocratique, il fallait reprendre du départ cette confusion entre république et démocratie, et pour moi, il était nécessaire de redéfinir, je suis désolé, pendant 2 pages, définir république et démocratie. C'est trop long. Voilà. Tu ne peux pas définir en 2 pages, ça n'existe pas, ça. Enfin, je m'excuse. Toi qui le pratiques. Une définition, ça tient sur 2 phrases. Ça ne peut pas tenir sur 2 pages. Ça veut dire que tu ne définis pas si tu mets 2 pages. C'est impossible. Bon, écoute, je suis désolé, mais je le définis malgré tout. Et si vous voulez, vous pouvez isoler 2-3 phrases. Mais c'est la définition que je présente et je la reprends et je l'explicite. Voilà, bon, c'est un exposé en même temps. C'est pas non plus… voilà. Voilà, je suis désolé d'être si touffeux, mais il faut absolument pour moi reprendre du départ, et je fais un passage sur les droits naturels, etc. Enfin, j'explique ensuite plein de choses sur justement la trahison des Lumières, etc. Ça me paraît important de repasser au peigne fin toute cette histoire. Ensuite, et une dernière chose, sur la République, et cette histoire de République qui serait aussi, que la monarchie serait aussi une espèce de République, je pense que, voilà, quand Louis XIV dit oui, je suis le roi de la République française, ou je ne sais plus comment il le dit, franchement, la République est une notion, c'est pas parce que la République française, enfin la Révolution française a repris la République, après, elle ne peut pas préempter d'une façon absolue et définitive le mot République. Le mot République, il existe avant la Révolution française, et il s'agit, dans ma démarche, de réhabiliter et de remonter au sens premier de la République. Et le sens premier, dans ma définition, ce n'est pas un lieu où parfois il y a des élections, comme le dit Christian, et il est cohérent avec ce qu'il a annoncé dans la session du glossaire, et ça, il n'y a pas de souci, je ne remets pas du tout en cause, mais on finissait cette session de glossaire sur le fait que la République était la notion qui définissait l'intérêt suprême d'un peuple et d'une nation. C'est dans cette notion, c'est dans cet endroit, dans ce contenant qu'est la République, qui est défini l'intérêt suprême. Après l'intérêt suprême, comme je vous en ai parlé, et d'ailleurs Christian avait abordé le sujet aussi dans cette même session, que la République était amorale et qu'elle n'avait de souci que la survie, la pérennisation et la prospérité du peuple en soi. Et c'était son intérêt suprême. Et chacun choisit sur la planète, et pas qu'en France, son intérêt suprême, et il peut être différent. Et c'est ça la définition de la République pour moi, c'est réhabiliter la République, mais avant la République française. Qu'est-ce que la Révolution française? Qu'est-ce qu'est la République avant la Révolution française? Avant les élections, elle existait aussi. Voilà, moi c'est là-dessus, et c'est de cette définition que je pars, et je fais cette différence entre la République et la définition qui définit l'intérêt suprême, et la démocratie qui est un mode d'emploi. J'exprime, oui, effectivement, on peut dire que la démocratie est un régime politique, si vous voulez, ça sont des mots, c'est de la sémantique, mais c'est malgré tout
un mode d'emploi, une façon de distribuer le pouvoir sur plusieurs têtes, sur la tête de tous les citoyens. Et c'est une méthode. La démocratie est une méthode, un comment, et la République, c'est le pourquoi. J'y tiens, enfin…